Bonsoir, bienvenue à Parole à l'élu, édition du 4 mars. Aujourd'hui, un invité de marque, un invité spécial pour la prochaine demi-heure, M. Philippe Couillard, chef du Parti libéral du Québec, chef de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. D'entrée de jeu, les élections vont être annoncées très prochainement. Le Parti québécois a annoncé de nombreux candidats déjà. Dans Papineau, si je m'abuse, c'est M. Primo qui va recroiser le fer contre M. Racah. En 2012, M. Racah avait passé tout juste avec 167 votes. Comment vous entrevoyez les prochaines élections pour le comté de Papineau? Bien, d'abord, on a un député qui a fait beaucoup de terrain, qui a fait beaucoup d'actions sur place dans son milieu, qui est connu maintenant. Il faut dire que ce n'était pas une tâche mince de succéder à Norm McMillan. Hein? C'était des gros souliers à chausser. C'était des gros souliers à chausser après de nombreuses années. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'étais à la soirée hommage à Norm, puis Alexandre était là également. Moi, je suis persuadé qu'il va l'emporter, bien sûr, mais avec une marge accentuée. Parce que là, il est connu dans sa région, il a fait des actions, il a tenu des engagements. Et les gens ici, je crois, vont le soutenir et j'ai très confiance qu'il va gagner très bien dans le comté. Puis pour votre parti, en tant que chef de l'opposition, comment vous entrevoyez les élections prochaines pour le Parti libéral en général? Bien, nous, on va clairement mettre l'élection sur les vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est l'économie et l'emploi, la qualité de vie des citoyens avant tout. Pas les faux enjeux que le Parti québécois essaie de mettre sur la place publique depuis quelques mois, que ce soit la loi sur la langue, que ce soit la charte, que ce soit il y a quelques jours encore M. Blanchette qui parle d'un autre référendum. Ça, c'est des choses qui n'ont pas d'influence, qui n'ont pas d'impact, si ce n'est un impact négatif dans la vie quotidienne des gens. Les gens veulent entendre parler d'économie, d'emploi, ils ne veulent pas ces querelles inutiles. Je vous amène sur le côté des chiffres, le côté budgétaire. Un déficit a été annoncé. Il y a plusieurs promesses qui ont été faites qui n'ont pas été respectées, dont les frais de garderie. Je vais revenir plus tard. Vous, comme opposition, comment vous voyez ce budget? Comment on peut le décortiquer? Bien, d'abord, c'est un budget incomplet. Moi, chez nous, puis les gens qui nous écoutent également, quand on fait notre budget, on a deux colonnes, les revenus et les dépenses. Ici, on a omis volontairement la colonne des dépenses. Je dirais qu'on l'a caché à la population. Alors, tout ce qu'on a, c'est la colonne des revenus essentiellement. Pour créer, bien sûr, le déficit dont vous parlez, on s'appuie sur des lunettes roses, autant pour les dépenses du gouvernement qu'on dit contrôler alors qu'en pratique, elles ne sont pas contrôlées, autant pour la croissance économique qu'on estime et qu'on prévoit supérieure à la réalité. Tout ça produit un budget avec un déficit important. Puis moi, je me retrouve propulsé quelques années en arrière parce qu'évidemment, peu de gens s'en souviennent en précision, mais en février 2003, lorsqu'il y a eu l'élection, c'était Mme Marois qui était ministre des Finances. Ça a été le même film des annonces multiples, un budget dans lequel il n'y avait pas de crédit ou à peine, un trou de 4 milliards qu'on découvre plus tard dans le budget, et une élection qui a mené à l'élection d'un gouvernement libéral majoritaire, et je prévois que ça va être le même résultat encore cette fois. Vous avez vu ça dans votre boule de cristal? On va travailler fort pour ça parce qu'on sait que les Québécois veulent parler des véritables enjeux. Ils veulent parler des vrais problèmes, pas des faux problèmes. Les vrais problèmes, c'est l'économie, l'emploi, les finances publiques, la qualité des services publics. Il y a des coupes massives en santé actuellement. Voilà quelque chose qui est proche des réalités quotidiennes des gens. On va revenir en santé un peu plus tard dans l'émission, mais je veux vous ramener sur le frais du gel pour les frais de garderie, la hausse, qui sont à 7 vont passer à 8 à 9 et indexés au coût de la vie par la suite. Mme Marois avait annoncé un frais de cégel, chose qui n'arrivera pas. Il y a plusieurs familles dans le comté de Papineau, plusieurs jeunes familles. Ça va créer... Les impacts sont majeurs. Oui. Vous, en tant qu'opposition, pour les familles, comment vous voyez ça? Bien, on a déjà dit que sur la question des frais de garderie, nous, on se limiterait à l'indexation annuelle. Donc, on annulera la hausse du Parti québécois, là, puis on va recommencer avec une indexation annuelle, parce que vous l'avez bien dit, pour les familles, surtout les familles à plus faible revenu, c'est un impact pour une famille de 2 enfants de 1 000 par année. Alors, dans un budget familial qui est déjà étiré, un autre 1 000 de plus, là, ça devient considérable et ça peut vraiment causer ça va causer des impacts. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. On proposera d'ailleurs des choses sur les services de garde, mais pour ce qui est des tarifs, on va les limiter à l'indexation annuelle. On manque de place en garderie, quand même assez flagrant. Ça date de quelques années. Le fait d'annoncer d'augmenter les frais, on ne réglera pas le problème. Non. Non, puis en plus, on risque d'éloigner encore les parents d'une place parce que là, dans leur budget, ça va surtout des familles, encore une fois, à bas revenus, pour lesquelles le système de garderie subventionnée a été créé en passant. Ce sont ces familles qui vont souffrir davantage. Alors, d'un parti qui est soi-disant social-démocrate, soi-disant à gauche, on comprendra que c'est une mesure assez surprenante. Je vous amène sur des dossiers plus locaux, plus régionaux. Le fameux centre multifonctionnel qui est sur toutes les lèvres depuis des mois, voire quelques années. On s'attend que le tout puisse aller en appel d'offres. Mme Marois est venue l'annoncer il y a quelques jours. Le montant est octroyé depuis mai 2012. Mai 2012. Selon vous, pourquoi le montant est resté sur les tablettes si longtemps? Parce que politiquement, on voulait faire autre chose entre-temps. Il y a eu 2 milliards d'annoncés dans les 44 derniers jours, un peu partout au Québec, beaucoup dans les circonscriptions du Parti québécois d'ailleurs.
Et là, on annonce ceci, je crois, pour fermer la boucle avant l'élection. Mais il faut savoir, comme vous le dites, que cet argent aurait pu être débloqué bien avant. C'est une infrastructure qui est demandée par la région depuis de nombreuses années. La bonne nouvelle, bon, c'est que ça va aller de l'avant. Il faut aller en appel d'offres, il faut faire l'exécution des travaux, mais ça aurait pu arriver avant, certainement. Vous parlez de relance d'économie. Vous avez mentionné ça lors d'un point de presse il y a quelques jours. Pour la région, relancer l'économie. Vous parlez d'infrastructure. Est-ce que le centre multifonctionnel serait ce type d'infrastructure-là pour aider l'économie à reprendre son essence? Bien, c'est-à-dire que les infrastructures, et on va rétablir ce qui a été coupé par le PQ. Vous savez que le Parti québécois a enlevé 15 milliards d'un budget d'infrastructure pour les 10 prochaines années. C'est la façon la plus rapide de relancer l'emploi, c'est de lancer des chantiers d'infrastructure et d'accélérer surtout les chantiers de rénovation, parce qu'eux, ils sont prêts. Il n'y a pas besoin de faire des plans et des devis qui durent longtemps. Ils sont prêts à exécuter, ils sont prêts à engager des gens pour les faire travailler tout de suite. Alors, ça fait partie des mesures de création d'emplois à court terme, mais il faut également avoir des mesures ici dans la région à plus long terme. Puis ce qu'il faut faire dans la région, c'est accompagner la transition d'une économie qui est très basée encore sur les services publics, la fonction publique, vers une économie d'entreprise, puis la nouvelle économie. Et pour ça, le système d'éducation supérieure a une importance considérable. Vous m'ouvrez une porte, le système d'éducation supérieure, justement. Les élections ne sont pas encore annoncées. On croirait entendre, dans le fond, une promesse électorale que vous allez donner à la région le statut particulier pour l'éducation, au même titre que la santé. Oui. En quoi c'est si important? Vous donniez l'exemple de l'Université Laval, si je m'abuse. Oui. Alors d'abord, rétablissons encore la réalité de la région. Transition de l'économie vers la nouvelle économie et l'entreprise. Deuxièmement, quelle est la réalité? Les jeunes traversent la rivière pour aller étudier cégep, université, de l'autre côté. Et il n'est pas dit qu'ils reviennent de notre côté une fois qu'ils ont terminé leurs études. Donc, pour alimenter cette transition-là, l'éducation supérieure, c'est une importance considérable. Il faut tenir compte de la situation spécifique de l'Outaouais, comme on l'a fait en santé. La proximité d'Ottawa a un impact qu'on ne peut pas nier. Alors, il faut offrir des programmes aux étudiants collégiaux et universitaires pour les amener à faire le choix de rester ici. Maintenant, vous me parlez de l'Université Laval. L'Université Laval est l'exemple de ce qui devrait être fait ici en Outaouais. Le Parc technologique de Québec, dans les années 80, a commencé à partir de l'Université Laval. C'est des découvertes de l'université qui ont été transformées en entreprises. Et de là, vous avez toute la nouvelle économie de Québec où il y a aujourd'hui le plein emploi. Et oui, il y a encore la fonction publique, mais elle occupe une part dans l'économie qui est beaucoup moins importante qu'auparavant. Alors, voilà le genre de développement qu'il faut viser. Mais encore une fois, tout ça repose sur quoi? Repose sur les institutions d'enseignement supérieur et le fait de garder le plus d'étudiants et d'étudiantes possible ici du côté québécois de la rivière. On peut parler d'un échéancier de combien de temps pour être capable d'arriver à son plein potentiel pour la région en matière d'éducation comme ça? Bien, en pratique, il s'agit de créer des programmes. Donc, il faut parler aux universités puis au cégep. Il y a des programmes aux deux niveaux qui sont envisagés. Alors, il faut y aller rapidement. Je pense que le coup d'envoi doit être donné avec l'annonce d'un programme spécifique parmi la liste de ceux qui ont été identifiés et par la suite d'avoir un échéancier sur probablement 2 ou 3 ans par la suite pour, au cours d'un mandat de gouvernement, avoir une diversité de programmes beaucoup plus grande pour amener, encore une fois, les étudiants à faire le choix de rester en Outaouais pour leurs études. Est-ce que vous avez parlé aux dirigeants de l'université, aux dirigeants du cégep? Est-ce qu'ils sont d'accord, justement, avec cette vision-là? Alors, non seulement ils sont d'accord, mais c'est eux qui m'ont donné l'idée. Dans une de mes visites précédentes, ça fait 3 fois que je viens dans la région, j'ai rencontré les gens du cégep, de l'université, et ils m'ont eux-mêmes brossé la situation de la migration des étudiants et de la solution envisagée, qui est exactement celle que je viens de mentionner. Donc, l'idée vient du milieu. Ce n'est pas une invention qu'on a fait à distance, ça vient du milieu. Un travail de longue haleine, un travail à long terme. C'est ça, voilà. Je vous amène sur le dossier du terrain synthétique. Oui. Dossier ici qui a fait couler énormément d'encre. La population s'est mobilisée. Il y a eu 1 million, je pense, qui a été... Du côté du privé, par exemple. La subvention du côté du gouvernement a été refusée. La couleur politique du projet a ressorti assez phénoménale. Est-ce que, selon vous, le projet a été refusé au gouvernement du Parti québécois justement à cause de sa couleur politique? Bien, il est possible. Je pense qu'il faut leur poser directement la question. Il faut se rappeler également que ce gouvernement-là a coupé beaucoup dans les budgets d'infrastructure. Donc, ils ont moins d'argent à distribuer. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de projets qui étaient prêts, qui ne sont pas effectués. Puis d'ailleurs, ça aurait créé de l'emploi, travailler sur ce terrain-là dès maintenant. Vous savez que c'est nous qui avions débuté un vaste programme d'infrastructures sportives il y a quelques années. Il faut les poursuivre. Ce genre de projet-là est important, puis il sera réalisé. Avec 1 million dans la population, le secteur privé, les gens se sont remis ensemble, se sont mobilisés, si je peux dire. Ça démontre un intérêt assez fulgurant de la population. Est-ce que c'est important pour vous que la population se mobilise autant? Qu'est-ce que ça vous dit en tant que chef de l'opposition quand la population se mobilise pour un projet comme ça? Ça me dit que c'est véritablement une priorité puis que les gens le veulent. Puis si on est capable de mobiliser dans la région $1 million, ce qui est considérable, là, c'est un signal très fort au gouvernement. En général, le gouvernement ne résiste pas à ce genre d'argument-là. Voici, la communauté s'est soulevée, s'est ralliée et fait sa part. Je pense qu'à ce moment-là, un gouvernement, normalement, doit faire suite et doit donner suite et lancer le projet. C'est ce qui devrait être fait.
Le transport en commun, le fameux Rapibus pour Oui. les résidents de l'Est, c'est un cauchemar à tous les jours. Oui. Pour plusieurs personnes, le prolongement est une mauvaise idée. Présentement, il arrête à la brosse pour être prolongé à Lorrain. Plusieurs personnes sont vraiment mécontents. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Vous avez mentionné que oui, le projet pourrait être continuer vers l'Est. Les gens ne sont pas d'accord. Est-ce que ça ne vous fait pas peur, justement, que la majorité des gens ne soient pas d'accord avec ça? Il faut faire attention de ne pas être en train de transformer une bonne nouvelle en mauvaise nouvelle. C'est une bonne idée, le Rapibus, comme concept. Ce qu'on me dit, puis j'ai posé exactement cette question hier, j'ai dit, regardez, les gens ne semblent pas très satisfaits de l'état actuel du service. Est-ce que vraiment d'investir d'autres sommes publiques là-dedans va les rendre satisfaits? Alors, ce qu'on va expliquer, c'est que c'est l'ancrage, le point de départ actuellement à la montée de la brosse qui fait problème en raison de la densité de la circulation, que de déplacer le point d'ancrage vers l'est va améliorer. Et tout le monde m'a dit sans doute, là. Les gens n'étaient pas dans l'hypothèse. Ils sont certains, les gens bien informés, y compris certaines personnes de la STO, que de prolonger ou d'amener le point d'ancrage plus vers l'est va avoir un impact considérable. Et je pense qu'il faut amener ce projet-là à sa destination ultime. Vous savez que nos députés s'étaient engagés déjà à le prolonger jusqu'à Lorrain. Et c'est une 35-40 millions. Et là, il est question de l'amener encore plus à l'est jusqu'à l'aéroport. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut envisager certainement. D'ailleurs, un aéroport devrait avoir un lien avec l'agglomération, là, un lien rapide. C'est à voir. Est-ce que je vous amène sur les organismes communautaires? Oui. Vous avez rencontré les organismes communautaires récemment. Est-ce que c'est important pour vous, justement, que les organismes communautaires survivent dans une population, survivent dans un secteur, même ici à la TVC? C'est un organisme communautaire, oui. L'importance qu'ils ont. Bien oui, puis vous, d'ailleurs, comme médias communautaires, vous êtes important parce que les choses dont vous parlez, les grands médias nationaux en parlent moins. Donc, ça a un rôle très important à jouer. Mais les autres groupes communautaires aussi, en santé, par exemple, ils ont une importance considérable, que ce soit dans le domaine du cancer, dans le domaine de la santé mentale. Si on n'avait pas les groupes communautaires, on serait amputé d'un moyen d'action considérable. Alors, on les a, nous, financés. Il faut continuer de les financer dans le domaine de la santé, comme on l'a toujours fait. On a toujours indexé les sommes des mouvements communautaires parce qu'on avait créé la croissance économique pour avoir les sommes nécessaires. Cependant, on a remarqué que les groupes familles, les groupes communautaires dans le dossier famille, eux, ont été à peu près gelés depuis quelques années. Il y a donc il y a un rattrapage ici à faire. Moi, je suis intéressé également à l'expérience de la pédiatrie sociale. Lors d'une de mes visites précédentes, j'ai visité la clinique de pédiatrie sociale à Hull et j'ai trouvé ça fort intéressant. Et dans les milieux plus densément peuplés, un peu défavorisés économiquement, voilà le genre d'initiative qui est soutenue par le milieu, là, qui est excessivement utile. Vous parlez de rattrapage depuis quelques années, les fonds sont gelés. Comment on rattrape ça? Est-ce qu'on injecte plus avec plus de subventions? Est-ce qu'on facilite les demandes de subventions pour avoir moins de paperasse, pour encourager les organismes à profiter plus des programmes qui sont en place? Comment on règle ce rattrapage? Bon, d'abord, il faut avoir de l'argent dans les coffres. Il n'y a pas d'argent dans les coffres actuellement parce qu'il n'y a pas de croissance économique et il y a des pertes d'emplois au Québec. Alors, tout ça, c'est un cercle qui se tient, là. Pas d'argent qui rentre, pas d'argent à distribuer. Comme disait Robert Bourassa, la richesse à créer avant de la distribuer. Ceci étant dit, il faut s'assurer également, puis c'était le cas quand je travaillais avec les groupes communautaires en santé, qu'il n'y ait pas de duplication, que la reddition de comptes soit bien faite, qu'elle soit simple, oui, mais qu'elle soit faite. Et là-dessus, moi, j'ai remarqué une évolution considérable de l'attitude ou de la pensée des groupes communautaires, où ils se disent tout à fait d'accord maintenant pour participer à la reddition de comptes et fonctionner main dans la main avec les réseaux publics. Et c'est ce qu'il faut continuer. On passe de la santé au monde du spectacle, plutôt organisme communautaire au monde du spectacle. La salle de spectacle Desjardins, qui est située à Arminas-Gamelin, attend depuis des années d'avoir le titre de diffuseur professionnel, dans le fond. Qu'est-ce que ça prend, une salle, pour être diffuseur professionnel? Le dossier est sur les tablettes et la poussière commence à s'accumuler sur les feuilles. Bien, là-dessus, je dirais que nous, on l'a fait dans d'autres régions. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas fait dans l'Outaouais. La culture, même dans les périodes de budget difficiles, on a soutenu la culture au Québec. Parce que c'est important pour les Québécois, notamment les infrastructures culturelles. Pourquoi c'est important? Parce que quand les jeunes familles font le choix de s'installer ou pas dans une région ou dans une ville, ces familles-là regardent plusieurs éléments. L'école, les services de santé, transport en commun, bien sûr la qualité de vie, mais nécessairement également l'ambiance culturelle. Et beaucoup de gens, moi je suis du Lac-Saint-Jean, on a compris ça, à Dolbeau, il y a une salle de spectacle qui est inscrite dans le circuit des tournées. Alors c'est important pour le milieu, c'est important pour le Québec également d'avoir ces pôles de diffusion et c'est quelque chose qu'on va vouloir certainement faire progresser. Excellent. En santé, vous avez été ministre de la Santé. 5 ans et demi. Ça remonte à quelques années déjà. 2003-2008. Mais je m'adresse à l'ancien ministre de la Santé. Oui. On avait annoncé un transfert de 55 lits de l'hôpital vers le centre de personnes âgées. Ça fait... À Buckingham. À Buckingham, oui. C'est ça. Si je m'abuse, plus ou moins 5 ans. Des modifications devaient être effectuées, mais il y a
plus rien. M. Gagnon, qui est le directeur général de l'hôpital de Papineau, a dit au ministre de la Santé, M. Hébert, c'est dans les priorités et les gens attendent depuis longtemps. En tant qu'ancien ministre de la Santé, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous pensez qu'un dossier traîne depuis tant d'années? C'est quand même quelque chose qui est important et qui est demandé. Mais surtout ce genre de dossier-là, parce que les gens sont conscients dans la région de l'impact que ça a. D'ailleurs, l'hôpital de Buckingham, à l'époque, avec Norm Macmillan, on s'en était bien occupé, l'urgence, on avait fait des rénovations. Mais là, on est dans une situation où les personnes âgées attendent d'être transférées et on me dit qu'elles sont parfois à 2 ou 3 dans la même pièce, dans la même chambre. Et ça, c'est pas acceptable en 2014, là. Surtout lorsqu'on vient annoncer des trucs en santé, comme Mme Marois a fait il y a quelques jours, puis qu'on laisse perdurer cette situation-là, c'est pas logique. Alors, il faut accélérer ce dossier-là. J'espère qu'il ne souffre pas d'être ailleurs que dans un comté péquiste également. Je peux vous dire que c'est un dossier qu'on va faire progresser très rapidement. Qui va être en dessous de liste. Bien sûr, parce que c'est la qualité de vie des aînés. On ne peut pas le mettre en dessous de la liste. Si je m'abuse, dans le budget, il y a quelque chose comme 600 millions qui ont été coupés au niveau de la santé. Corrige-moi si je me trompe. Est-ce que ça va être possible quand même de réaliser tous ces dossiers-là, tous ces changements-là avec un déficit d'argent comme ça? Oui. D'abord, il faut différencier. Il y a des projets de construction, comme le nouveau CHSLD, c'est des budgets à plus long terme. Le 600 millions dont vous parlez, c'est encore pire, parce que c'est des budgets de fonctionnement du système de santé. Okay. Donc, c'est pour payer du personnel, offrir des salles d'opération qui marchent normalement et assurer les services. Donc, les coupes actuellement en cours, déjà aujourd'hui, ont des impacts négatifs partout au Québec. Ce que le gouvernement a mis sur la table dans son budget, la Caisse, l'Association des établissements de santé l'a dit, ça ne suffit pas à maintenir les services dans leur état actuel. Alors, c'est très inquiétant. Voilà un gouvernement qui n'est pas capable de rentrer des sous dans les coffres parce qu'il ne génère pas de croissance, conséquemment, il est obligé de couper, de taxer. C'est ce qui est en train d'arriver en santé. Ma crainte, c'est qu'on recule. Je ne dis pas que les choses sont parfaites en santé, mais on a fait des progrès, notamment dans l'accès aux soins chirurgicaux. Ma crainte, c'est de voir ça reculer. Même à Québec, où on avait fait des grands progrès, le temps d'attente a doublé là, pour les patients en attente de chirurgie, alors qu'on était arrivé à des niveaux quand même corrects au cours des dernières années. Alors, ce n'est pas vrai que ces coupes-là, comme dit le ministre, là, vont avoir uniquement des impacts administratifs. Ils vont avoir des impacts directs sur les services. Puis je vois que M. Hébert, il y a quelques jours, Dr. Hébert, a reconnu que s'il n'était pas capable de s'entendre avec les médecins sur leurs ententes, il y aurait d'autres coupures. Alors voilà qui est très inquiétant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de s'inquiéter? Si vous êtes porté au pouvoir, pour les prochaines élections, on a un gouvernement majoritaire libéral. Qu'est-ce que vous allez faire spécifiquement pour éviter que les services aux patients soient affectés? Bon, d'abord, je reviens toujours à ça. Il faut faire rentrer de l'argent dans les coffres du gouvernement, il faut créer de l'emploi, il faut attirer les investissements privés, pas les repousser comme on a fait avec les minières, comme on a fait avec les interlocuteurs financiers, avec les annonces fiscales du début de mandat du Parti québécois. Il faut créer un climat de confiance pour que l'argent rentre au Québec, soit investi, qu'on puisse en bénéficier collectivement. Il faut contrôler les dépenses, puis on va avoir un programme de contrôle de dépenses assez sérieux. Cependant, on a toujours, nous, protéger la santé et l'éducation, parce que c'est le cœur des missions fondamentales de l'État. En 2003, quand on est arrivé avec 4 milliards de trous dans le budget, on a protégé la santé, protégé l'éducation, on a gelé l'ensemble des autres ministères dans lesquels on a fait des choix. Là. Il y a des choses qui ont quand même progressé ailleurs, mais globalement, c'était gelé. On a réussi à équilibrer le budget, à créer de l'emploi, puis à relancer la croissance au Québec. Alors, on va faire la même chose cette fois, et c'est comme ça qu'on soutient nos services publics. Et pour l'Outaouais, on a un statut particulier en santé, et vous avez mentionné... En éducation supérieure. En éducation supérieure. Donc, tous les ingrédients seraient ici, vous avez une belle région, d'abord magnifique en termes du site naturel, une population qui est jeune, qui est enthousiaste, qui est bien formée, bilingue, c'est un gros atout. Il y a tout ce qu'il faut ici pour réussir économiquement. Bien sûr, il y a le géant voisin de l'autre côté de la rivière qui exerce un impact là, de drain, notamment sur les soins de santé ou les étudiants. Donc, il faut poser des gestes pour, non pas interdire aux gens d'aller à Ottawa, ça ne marchera pas comme ça, là, mais leur créer des alternatives ici qui sont tellement valables que les gens choisissent de rester du côté québécois de la rivière Outaouais et participent à la nouvelle économie, à la création de la nouvelle économie dans la région. Le fait d'aller du côté d'Ottawa est implanté dans la mentalité des gens, si je peux dire, depuis des années. Donc, votre idée devrait se battre contre un stéréotype implanté dans la tête des gens qui date d'année en année. Ça vous fait pas peur? Bien, il y a 2 éléments. D'abord, les gens n'ont pas tous les programmes de formation ici qu'ils voudraient avoir pour rester, faire le choix de rester. Deuxièmement, il y a un problème nouveau qui n'existait pas auparavant, qui est l'équivalence des formations. Avant, on pouvait, par exemple, s'entraîner comme paramédic à Ottawa puis revenir travailler du côté québécois. C'est plus aussi facile qu'auparavant. Puis il y a d'autres domaines où c'est le cas également. D'ailleurs, le programme de formation des ambulanciers, c'est nous qui l'avons mis en place ici. C'est un ajout important pour la région. Donc, il y a des éléments qui font en sorte qu'il y a peut-être plus d'incitatifs, en fait, si on regarde objectivement, à rester en région que de traverser la rivière. Mais encore faut-il offrir aux étudiants ou aux étudiantes des programmes attrayants. On reste en santé. Vous m'avez mentionné les coupes, on a le fonctionnement des établissements, puis les la constructions, c'est ça.
Je vais vous amener directement sur le personnel. Oui. Récemment, il y a des statistiques qui ont sorti. Un infirmier a fait un salaire plus élevé qu'un chef de grande entreprise avec des 15-18 heures par jour. En tant qu'ancien ministre de la Santé, en tant que chef du Parti libéral, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que les gens sont épuisés? C'est un autre problème au niveau de la santé quand un infirmier fait quasiment 300 000. Oui. Écoutez, tant mieux si les gens font des bons revenus. Là. Tant mieux pour eux, mais il faut s'assurer que c'est leur choix de faire du temps supplémentaire. Il ne faut pas se rendre... Il faut minimiser deux éléments qui, à mon avis, sont négatifs dans le réseau de santé. C'est l'utilisation du temps supplémentaire obligatoire, puis d'autre part, le recours aux agences d'infirmières extérieures. Pas que j'en ai contre le privé, au contraire, mais ça déstabilise les équipes. Et moi, je me souviens très bien que j'étais dans un congrès des hôpitaux quand j'étais ministre, puis la solution, elle était venue d'ici. Je me souviens très bien que le directeur général à Gatineau était venu présenter à l'ensemble des dirigeants d'établissements québécois ce qu'il avait fait pour les horaires d'infirmières chez lui, avec les horaires de 12 heures, les fins de semaine protégées pour les infirmières qui sont des mamans aussi puis qui veulent être à la maison. Et ça marchait. Ce qui est dommage dans notre réseau, c'est que ça prend du temps à ce que les bonnes idées se répandent partout. Parce que tout le monde a une bonne raison. Bien, nous, c'est pas pareil. On est plus gros, on est différents. Donc, on ne peut pas faire exactement ça. C'est faux. Les bonnes idées comme ça, elles peuvent et elles doivent se répandre partout. Et je pense que c'est le cas actuellement. Mais ce qu'il faut être certain de s'assurer, là, c'est que ce n'est pas obligatoire de faire du temps supplémentaire, que ça correspond au choix des gens, et puis qu'ils ne travaillent pas un nombre d'heures tellement grand que ça nuit à la qualité de leur travail. Moi, je pense que c'est l'autre chose qu'il faut vérifier aussi. Mais justement, les bonnes idées comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas les rendre obligatoires? Bien, on peut donner des forts incitatifs. Il y a toujours une balance à conserver entre le fait qu'à distance, à Québec, on gère tout dans les moindres détails à la place des gestionnaires auxquels on doit faire confiance et des conseils d'administration, et également des directives, par ailleurs, qu'on peut leur donner. On aimerait que vous alliez dans cette direction-là. Avec votre syndicat, entendez-vous, et leur donner des incitatifs pour le faire. Mais il ne faut surtout pas verser de l'autre côté du ruisseau, là, puis se mettre à tout gérer dans les moindres détails à partir de Québec et à distance du terrain, de l'endroit où les services sont donnés. Je vous ramène encore, vous m'avez mentionné plusieurs fois dans l'entrevue, les infrastructures, oui, l'emploi, relancer l'économie. Le petit train à vapeur Hull-Chelsea-Wakefield, qui est arrêté depuis 2 ans, si je m'abuse. Vos collègues, le projet stagne depuis quelques années. Vos collègues sont pas contents, on va dire ça comme ça, contre le Parti québécois parce qu'il n'y a pas d'annonce de fait. Il y a un projet B qui a été créé pour la gare de Masson-Angers vers Montebello, complètement déplacé, le petit train. Est-ce que c'est un projet comme ça aussi qui pourrait créer de l'emploi, de l'économie, qui pourrait relancer, dans le fond, pour un petit secteur, selon vous? Bien, d'abord, le train touristique lui-même crée de l'emploi. OK? Il faut qu'il soit là. Et là-dessus, nos collègues sont tous d'accord et toutes d'accord. C'est dans la circonscription de Mme Vallée, mais tous les députés sont d'accord qu'il faut continuer avec le plan A. Et ce que ça prend maintenant, c'est rapidement, puis c'est inacceptable que ça n'ait pas commencé, c'est des études de sol pour voir est-ce que c'est sécuritaire de reconstruire, parce qu'il y a eu des glissements de terrain, il y a eu des instabilités de sol, il faut quand même prendre la sécurité à cœur. Si le sol est sécuritaire, il faut tout simplement réparer le train rapidement pour le repartir. Si les études montrent que le sol n'est pas sécuritaire, à ce moment-là, le plan B peut devoir être considéré, parce que moi, on m'a bien expliqué que ce train touristique était un facteur d'attrait touristique considérable qui était dans les forfaits des visiteurs, etc. C'est très négatif pour l'économie de la région que ce ne soit pas disponible actuellement. Mais la première chose à faire, tout de suite, c'est de lancer les études de sol sur le trajet actuel du train. En tant que chef d'opposition, en tant que parti de l'opposition, qu'est-ce que vous pouvez faire pour inciter à ce que ces études soient faites le plus rapidement possible? Être élu, former un gouvernement libéral majoritaire. Vous pouvez pas mieux dire. Vous venez de m'avoir sur celle-là. C'était clair, net et précis. Rapidement, en peut-être 2 minutes, la Charte des valeurs, j'ai pas le choix de l'aborder. Votre parti a été un peu, si je peux dire, un peu bardassé au cours des derniers mois avec cette Charte des valeurs. Comment ça va? Bon, d'abord, c'est un autre exemple de faux enjeux. Il n'y en a pas de problème de coexistence des communautés au Québec. Il n'y en a pas de crise. Le Parti québécois a littéralement créé une crise pour diviser les gens. Maintenant, sur cette question, notre position, elle est très claire. Elle a été publiée, diffusée, écrite. Les gens sont d'accord ou pas, mais elle est simple et je la résume rapidement. 1, il faut absolument protéger notre patrimoine québécois, dont notre patrimoine religieux. Alors, par exemple, le crucifix à l'Assemblée, il n'y a pas de raison de l'enlever de là. Ça ne fait pas de nous un État religieux, mais ça rappelle notre histoire. Deuxièmement, il n'est pas question, avec les problèmes qu'on vient de discuter en éducation et en santé, de commencer à congédier des gens dans nos hôpitaux, des femmes particulièrement, parce qu'on n'aime pas ce qu'elles ont sur la tête. Moi, ce que je veux, c'est ce qu'il y a dans leur tête, ce qu'il y a sur leur tête, mais plutôt indifférent. À part les voiles. On ne veut pas non plus, par contre, de visage caché, puis on ne veut pas ces grandes tuniques qui cachent les femmes complètement, parce que ça symbolise le retrait social des femmes. Puis enfin, il faut que les accommodements soient balisés. Une fois qu'on a fait ça, là, on a réglé les quelques vrais problèmes qui existent, sauf un, auquel la Charte du PQ ne s'attaque pas du tout,
c'est la question de l'intégrisme. Alors, par exemple, les mariages forcés chez nous, ça existe. Il y a eu des articles récemment. Les jeunes doivent être davantage protégés par la DPJ pour ne pas être soumis aux manifestations d'intégrisme et de fondamentalisme dans les familles. Il y a des choses comme le discours haineux dans certains endroits de culte qui doivent être réprimés fortement. Et le gouvernement du Québec a un rôle à jouer là-dedans. Donc, nous, ce qu'on va proposer, c'est les orientations que je viens de vous indiquer pour la question de la charte, mais également d'avoir un plan d'action assez fort et robuste sur la question de l'intégrisme. Environ 30 secondes, les élections arrivent, elles sont à nos portes, Bien oui, si on peut dire. Paraît-il, qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens qui ne seraient pas d'accord avec le Parti libéral, qui ne sont pas encore fixés? Et 30 secondes. Bien, très simple. Nous autres, on veut que les Québécois travaillent ensemble, puis avec eux, on veut s'occuper des vraies affaires, des vrais problèmes qui touchent la vie quotidienne des gens. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Parfait, M. Couillard. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu aussi souvent que vous voulez. Ça me fait plaisir. Venir nous voir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, retour de parole à l'élu, version originale, si je peux dire, avec 2 conseillers, 2 15 minutes. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Restez des nôtres. Infomax suit à l'instant. Merci beaucoup.